Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye une électrique à bas coût, justement. C'est la Dacia Spring. On va en parler dans un instant avec nos trois spécialistes que je vous présente. Cédric Fréhour, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de la chaîne YouTube Sans Bornes et vous êtes aussi chroniqueur automobile au journal Les Échos. Mélina Priam est avec nous également. Bonjour à vous, Mélina. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. Et Stanislas Laroumet, fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour à vous, Stanislas. Bonjour. Dacia Spring, je le disais, voiture électrique, moins chère que les autres, ça c'est logique. Est-ce qu'elle est performante, Stanislas Laroumet? Pas du tout. Ah. Il faut absolument pas chercher la performance avec une Dacia Spring. C'est pas du tout puissant, ça fait 44 chevaux. Ah. C'est la puissance d'une 106 1 litre d'il y a 20 ans, ou 25 ans, donc c'est vraiment pas puissant. C'est vraiment une voiture excessivement basique. Il faut savoir que cette Dacia Spring, fabriquée en Chine, est en fait une Renault Kwid. Alors ça parle pas beaucoup aux gens, la Renault Kwid. C'est une Renault qui a été conçue pour les pays émergents, notamment l'Inde, si je me trompe pas. Exactement. C'est vraiment une petite voiture électrique, mais tellement basique. On pourrait la comparer à une voiture sans permis un peu, mais bon. Pas un peu. Rhabillé pour l'hiver, le chauffage en moins. Si vous voulez, c'est dur. Ouais, non, mais Cédric faut pas en exiger beaucoup parce que c'est pas cher du tout. Ça vaut 19 800 €. Effectivement, pour une électrique. Hors bonus. Hors bonus. Hors bonus, et quand on cumule tous les bonus, on peut tomber sous les 10 000 €. Et tout à coup, on a un truc génial, c'est-à-dire qu'on a la moins chère de toutes les voitures électriques, qui est la critique la plus incroyable qu'on entend à chaque fois en disant c'est trop cher les électriques, c'est trop cher. On c'est est trop cher. d'accord, mais Et là, quand je viens d'entendre Stanislas Laroumet, j'en fais quoi une fois qu'elle est pas chère? Rien. Mélina Priam, c'est-à-dire Je vais y aller. vous n'en faites rien. On va reposons le J'exagère. débat. Reposons les termes du débat. On a une voiture électrique qui n'est pas chère, surtout avec toutes les aides. En revanche, quelle est son autonomie, quelle est sa fiabilité, quelle est sa puissance? Cédric. Ça va être la voiture du quotidien. Au quotidien, 90% des Français pour se déplacer font moins de 50 km par jour. Oui. Vous achetez une Dacia, une Spring, c'est pour la vie. Vous la rebranchez chez vous le soir. Vos 50 km, vous les ferez comme ça, sans plein d'essence. Parce que ça fait effectivement un peu plus de 100 km toute voile dehors, quoi. Oui. Donc l'autonomie, c'est à peu près 100 Il faut le prendre comme un 150. Ouais, non, il faut le prendre comme un outil du quotidien qui tient sa promesse. En gros, Dacia Spring, boulot, dodo. Boulot, dodo, mais plus. on va chercher les enfants, on va faire les courses. C'est la deuxième voiture absolument idéale. Voilà, et sans dépenser trop d'argent, et avec le bonheur et la joie de s'offrir une voiture neuve. Effectivement, Qui et une propose voiture ça électrique. Et en plus, elle est plutôt pas mal. Alors ouais, c'est vrai, c'est très basique. Elle Mais est plutôt pas mal, ça veut dire. Elle est jolie, elle est performante, elle est puissante. il y a un côté un petit peu SUV. Mhm. Tout à l'intérieur est très plastique, mais le plastique c'est fantastique, dit-on parfois. Même quand c'est dur. Même quand c'est dur. Exactement, merci de me corriger. Mais on peut pas. Voilà, elle tient toutes ses promesses, et c'est génial quelque chose qui tient ses promesses. Et pour moi, c'est vraiment la deuxième voiture idéale. Sauf que la promesse d'une voiture, c'est de vous emmener quelque part. On a posé la question à Mélina il y a un instant. Elle a dit ça vous emmène nulle part. Pourquoi, Mélina? Non, mais parce que moi, effectivement, je suis très critique. C'est une voiture. Je pense que j'ai l'impression de régresser en termes de tenue de route de 20 ans. Je mettrai pas mes enfants à bord. Alors ça tombe bien, j'ai pas d'enfants. Mais voilà, c'est pas une voiture sûre, c'est pas une voiture dans laquelle je me suis sentie à l'aise. Il y a une tenue de route qui est quand même un peu hasardeuse. Alors c'est vrai qu'en ville, ça pose pas de soucis. Et d'ailleurs, c'est une voiture, il faut la considérer vraiment comme une pure urbaine. C'est-à-dire que même pour nos amis en province, moi je vois pas faire de la route, même 20 km avec cette voiture. Voilà, pour faire du Pour quelle 50... raison? Alors, parce que vous soulevez là. Non, mais vous soulevez, c'est important. L'argument de la sécurité. Elle a un tout petit moteur. Elle a un tout petit moteur, donc vous avez vraiment. De temps en temps, en termes de sécurité, il faut pouvoir avoir un peu de puissance pour effectuer certains dépassements d'urgence, pour pouvoir avoir une réactivité. Là, vous avez rien. Bon, on va prendre cette image qui parlera à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio dans la campagne, qui prennent des départementales chaque jour. Je suis à 80 derrière un camion. J'arrive à 80 derrière un 80 avec une Spring. D'accord. On n'arrive même pas à 80 km/h. C'est limité à 125 km/h. La vitesse maxi, elle est à 125. Mais alors, avant d'atteindre 80, et si vous mettez à rouler à 80, vous allez en plus gréver l'autonomie qui est déjà pas terrible. Donc voilà, c'est vraiment une auto. C'est fait pour rouler à 50 ? Oui, voilà, c'est fait pour rouler à 50, 60. L'avantage, c'est que... j'aime beaucoup, voilà, merci. Non, mais l'argument de la sécurité dans ce cas ne se pose pas, Mélina Priam, puisque si après tout, c'est pas fait pour rouler à 80, vous n'avez pas besoin de doubler qui que ce soit, donc la puissance ne vous manque pas.
Non, mais sauf que quand vous roulez vraiment pas vite, enfin, encore une fois en ville, ça va, mais si vous devez aller au-delà, ça pose un problème de sécurité, parce que si vous vous retrouvez sur une départementale à 60, enfin, voilà, c'est comme une voiture sans permis, c'est ce que disait Stan tout à l'heure. On oublie peut-être les habitudes de conduite, les performances des voitures d'il y a 20 ans. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est habitué à la sécurité. Écoutez la précédente émission sur la Civic 284 chevaux, qui serait le seuil où démarre la puissance idéale. En fait, moi j'aime bien rouler, mais ça m'a jamais manqué le manque de puissance. En fait, on retrouve des habitudes de conduite d'il y a 20 ans. Ça vous a rajeuni. Comme une Méhari, comme une 2 chevaux, comme Dacia une 4L. Et on se dit, c'est sympa d'aller chercher le pain. Les enfants sont contents. Ça bouge beaucoup derrière, évidemment, parce que oui, Mélina, elle a raison. Ce sont des sensations de conduite un peu datées. Mais c'est pas très grave. C'est fait pour faire un petit tour. On a entendu un grognement. Je propose qu'on laisse la parole à Stanislas Laroumet. Non, mais Mélina a raison. C'est quand même pas très sûr. Et alors, elle a un problème de tenue de route, notamment à cause de ses pneus. Elle a des pneus chinois d'une qualité mais épouvantable. C'est-à-dire, vous l'avez essayé en 10 km, vous avez réussi à les exploser? Ah, mais j'ai roulé toute la journée avec. J'étais invité par Renault pour l'essayer. Alors par Dacia, pardon. Et tout le monde a noté ça. Il y a un élément technique qui n'a pas sur cette voiture. Il n'y a pas de barre anti-roulis. C'est, comme son nom l'indique, une barre anti-roulis, ça empêche de prendre du roulis. Alors ça fait que dans les virages, comme on essaye les voitures, on les conduit toujours un petit peu vite, et ben on se retrouve à tomber sur le passager quand il y en a un. Mais c'est comme une 2 chevaux, quoi. Exactement. Mais c'est vraiment, c'est un peu la 2 chevaux moderne, mais une 2 chevaux, ça tient super bien la route. Vous êtes comme les deux oiseaux inséparables dans ce film de Hitchcock en voiture. C'était une scène culte du cinéma américain. Quoi qu'il en soit, vous partez sur l'extérieur du virage quand vous tournez, ce qui est pas rassurant. Oui, c'est ça. Et c'est très, les pneus sont quand même de très mauvaise qualité, et sous la pluie, c'est une catastrophe. Mais sous la pluie, c'est une catastrophe, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que ça tient pas du tout la route, ça rallonge les distances de freinage. Voilà qui est rassurant. Et alors, le pire, c'est que si on a malheureusement un accident avec, c'est qu'en termes de crash test, la voiture est quand même très moyenne. Donc si je vous écoute, je l'utilise uniquement si je suis par exemple toulousain, marseillais, j'habite en centre-ville. Elle est électrique, donc elle aura le droit de rouler dans une zone à faible émission. Elle n'est pas très grande, donc elle peut se garer. Elle est très maniable. Ça, je dirais que s'il y a un atout, c'est effectivement pour circuler en ville, vous avez une petite voiture ultra maniable qui se gare dans un trou de souris, dans un mouchoir de poche, dans ce que vous voulez. Le diamètre de braquage est exceptionnel. Et ça vous permet justement d'aller au travail si jamais vous n'habitez pas sur la station de métro qui vous relie directement, par exemple, au travail. C'est ça, en gros, l'utilisation de la Dacia Spring. C'est la cible. Un jeune actif, pas forcément jeune, qui a besoin de se déplacer et qui peut pas le faire en transport en commun. Et avec une joie derrière le volant, c'est génial. Justement, elle se penche dans les virages. Justement, on rigole. Vous rigolez parce que Stanislas, il adore rouler à tombeau ouvert avec des trucs mais là, justement, à 20 à l'heure, on se marre. Mais t'abuses, Eric, matin. À 20 à l'heure, personne ne boit sur Sud Radio le matin. Alors, quoi qu'il en soit, à 20 à l'heure, vous arrivez à tourner dans les virages. Mais pourquoi pas, c'est des sensations. Je peux vous recommander 2 ou 3 fêtes foraines par ailleurs. Vous pourrez revivre les mêmes sensations. Quoi qu'il en soit, merci pour cet essai Dacia Spring, le véhicule électrique le moins cher du marché. Faut quand même le rappeler par les temps qui courent. C'est extrêmement important. On vous retrouve la semaine prochaine. Et qui se vend bien. Et qui se vend bien, manifestement. C'est le mot de la fin. Donc il semble qu'il ait trouvé son public. Merci à vous, Mélina Priam, Cédric Fréault et Stanislas Laroumet. À dimanche prochain pour un nouvel essai. Sud Radio Auto. Essai croisé. Toutes les actualités du marché de l'automobile en pleine mutation. On en parle avec notre invité François Denis. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur général de Géotab France. On va parler d'un audit sur l'électrification, notamment des flottes automobiles, dans un instant que vous publiez cette semaine. Mais avant ça, Géotab France, pour ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, votre activité. Alors, présentez-vous. Géotab, c'est le numéro 1 mondial de ce qu'on appelle la télématique. La télématique, c'est de connecter les véhicules à Internet. Donc numéro 1 mondial parce qu'en fait tout le monde se dit plus ou moins numéro 1. Nous c'est par rapport au nombre de véhicules connectés dans le monde, 3 millions de véhicules connectés aujourd'hui dans 130 pays. Donc ça nous place effectivement numéro 1 en termes de Vous volume. Avez connecté à Internet 3 millions d'automobiles dans le monde entier. C'est ça. Ce qui est quand même assez considérable. Tout à fait. Connexion à Internet qui leur permet de faire quoi précisément? Alors, très bonne question. En fait, on va placer un boîtier de télématique, donc, branché sur la prise de diagnostic du véhicule, ce qu'on appelle la prise OBD, qui va permettre de remonter 3 types de données. Le premier type de données, c'est tout ce qui concerne le moteur, c'est-à-dire le CAN-bus, pour pouvoir effectivement faire l'entretien, parce qu'on connaît le kilométrage du véhicule en direct, parce qu'on connaît sa consommation. Donc on va remonter des codes de panne,
pour savoir s'il faut l'emmener en entretien. Que mon garagiste habituel connaissait une fois par an, parce que tous les ans je lui amène ma voiture à réviser, vous le connaissez en temps réel. C'est exactement ça. Le gestionnaire de flotte voit sur son écran les pannes, les voyants du tableau de bord, comme s'il était dans le véhicule. Ça, c'est le premier type de données que vous avez. Tout à fait. La deuxième catégorie, c'est le comportement du conducteur au volant. On a un accéléromètre, un gyroscope dans le boîtier, et on sait s'il accélère trop fort, s'il freine trop brusquement, c'est s'il pas tourne rassurant trop pour brusquement. le conducteur que je suis. Ça veut dire que vous êtes capable de me dire si je conduis de manière imprudente ou si, par exemple, je ne respecte pas le code de la route. Exactement. Ça va vous permettre, en fait, va vous permettre de savoir si vous dépassez certaines limites, et donc, en fait, de pouvoir aller dans une formation d'éco-conduite, par exemple. On constate quand même que sur une flotte moyenne, sur 3 millions de véhicules, on a beaucoup d'expérience. On va y venir. C'est pour ça qu'on peut publier des études. On a constaté sur une flotte moyenne que la différence entre le pire conducteur et le meilleur conducteur en consommation de carburant, c'est 35%. Et ça, c'est considérable. C'est-à-dire que énorme. Ça vous permet aussi de proposer des cours d'éco-conduite, justement pour éviter de consommer trop de carburant, ce qui n'est pas absurde par les temps qui courent. Et de réduire l'accidentologie des véhicules également. Bien entendu, puisque de toute façon, la vitesse excessive est aussi un facteur d'accident. Troisième type de données, tout ce qu'on va pouvoir brancher sur le boîtier lui-même, c'est-à-dire une caméra par exemple, parce que certaines entreprises souhaitent voir la route, reconstituer un accident, s'il y a eu un problème, etc. Et puis, tout ce qu'on va pouvoir brancher comme un chronotachygraphe dans le domaine du transport de marchandises, la chaîne du froid, tout un tas de choses. L'encéphalogramme de ma voiture, en fait, c'est vous qui l'avez, vous l'avez en temps réel, ce qui est quand même assez rassurant. Il y a une quatrième catégorie que j'ajoute qui est la position GPS, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le véhicule. Mais c'est pas obligatoire. Comment ça s'adresse aux entreprises ? C'est possible de ne pas l'activer si le personnel ne souhaite pas, par exemple. De toute façon, le personnel est au courant en amont, évidemment, si jamais il est géolocalisable ou pas. Donc ça, c'est tout à fait logique. Il est mis au courant. On va parler d'un audit que vous publiez justement sur l'électrification de ces flottes. Exactement. Justement parce que c'est une étude qui est très importante. Vous avez 3 millions de véhicules, vous l'avez dit, connectés à Internet. Sur ces 3 millions, globalement, à la louche, combien sont électriques à ce stade en ce moment ? Alors aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire le chiffre précis parce que ça va dépendre beaucoup des pays. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le taux d'équipement en électrique est en train d'augmenter extrêmement rapidement. De manière fulgurante. Voilà. En France en particulier, il y a la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui fait que on est sur un taux d'équipement extrêmement rapide. 10% dès cette année. Toutes les flottes qui ont plus de 100 véhicules ont l'obligation de passer tout leur renouvellement pour 10% d'entre eux en électrique ou hybride rechargeable. En 2024, ce sera 20%, etc. pour arriver en 2030 à 70%. C'est demain. Oui. Donc il y a une obligation de faire très très vite, sans parler des ZFE qui s'ajoutent... Les zones à faible émission, celles qui ne permettent plus à des véhicules polluants de rouler dans le centre-ville des grandes métropoles, on va le dire comme ça. Exactement. Maintenant, imaginons que je sois un chef d'entreprise, j'ai une flotte d'automobiles que je mets à la disposition de certains de mes salariés. Ça me coûte cher de passer à l'électrique. Alors, ça peut paraître coûter cher, effectivement, et c'est exactement le but de l'étude. C'était de savoir est-ce que, véritablement, on peut passer un certain nombre de véhicules aujourd'hui, selon 2 critères, à l'électrique. Le premier, c'est hyper important, c'est l'usage. Est-ce que, quand je sais, et c'est grâce à la télématique, le nombre de kilomètres qui est parcouru par un véhicule tous les jours, même avec les exceptions quelquefois, je sais quel est son usage. Ensuite, la deuxième catégorie de données, c'est la question économique. C'est-à-dire, est-ce que c'est économique par rapport, alors quelquefois aux aides aussi qu'on a en France, par exemple. Et donc, c'est ce qu'on a étudié. Et le résultat de cette étude, c'est que 60% des flottes peuvent passer à l'électrique économiquement. C'est absolument énorme. Donc, elles gagnent de l'argent si elles remplacent leurs véhicules thermiques par des véhicules électriques dès maintenant. C'est exactement ça, et sans changer leur usage. C'est-à-dire, je peux continuer à avoir le même usage du véhicule. Donc c'est le message que vous faites passer à vos clients, à ceux qui pourraient le devenir demain. Vous avez une flotte automobile, passez à l'électrique. Exactement. Ça vous fera gagner de l'argent. Exactement, ça vous fera gagner de l'argent et vous n'aurez pas d'encombre parce que la réticence, elle vient de l'autonomie des véhicules. Et nous, on a été capable de la mesurer très précisément. Tout le monde entend parler de WLTP, donc on voit un chiffre énorme. Tout le monde entend parler peut-être, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est WLTP, c'est-à-dire ? En fait, c'est une norme qui permet de calculer quel est le kilométrage réel que le véhicule va pouvoir parcourir sur une autoroute, en ville, etc. La réalité que nous constatons sur l'ensemble de milliers de véhicules... L'autonomie dans les faits. Voilà.
tout simplement. Parce qu'il fait plus froid ce jour-là, parce qu'on a mis la clim, parce qu'on conduit plus nerveusement. Il y a un conducteur qui fait partie des 35% là, qui sont passage. Bon, et bien du coup, on s'aperçoit que l'autonomie réelle du véhicule, qu'on peut calculer très précisément, va nous permettre de dire, bien voilà, ce véhicule-là, vous allez vraiment pouvoir le mettre en face, c'est-à-dire remplacer un véhicule thermique avec ce véhicule-là, parce que son autonomie réelle vous permet de ne pas être ennuyé, on va dire, donc le message que ou vous faites obligé passer, de vous recharger en itinérance, parce que c'est ce que veulent éviter les entreprises. Justement, c'est que vous perdiez 3, 4 heures ou 2 heures ou 1 heure Exactement. à recharger en pleine pendant la journée de travail. C'est pas gérable. C'est pas gérable. Et pour le coup, le message que vous faites passer pour les entreprises, c'est que pour les 2/3 d'entre vous, messieurs les entrepreneurs, vous avez plutôt tout à gagner à passer à l'électrique dès maintenant. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une excellente Autre nouvelle aussi qu'on peut transmettre concrètement. Est-ce qu'on peut se dire qu'à un certain horizon, on sera à 100% d'électrique dans ces flottes d'automobiles ou pas? Alors complètement. Parce qu'en fait, je parlais d'autonomie qu'on mesure aujourd'hui. On voit bien l'augmentation année après année des autonomies des batteries dans les véhicules qui sortent aujourd'hui. Donc on peut se dire que oui, le zéro émission sur une flotte d'entreprise, c'est possible. Pas aujourd'hui, pas avec les autonomies qu'on a. Nous, on est capable de dire cette voiture va pouvoir remplacer cette voiture. Mais il en reste aujourd'hui qui ne vont pas pouvoir être remplacés parce que les autonomies sont pas suffisantes. Vu l'évolution très très rapide des autonomies, je peux dire que d'ici quelques années, les véhicules qui ne peuvent pas passer en électrique aujourd'hui le pourront demain. Aujourd'hui, on va proposer un hybride rechargeable qui n'est pas forcément la meilleure solution. Et c'est déjà ça. Pour remplacer une partie de l'usage. Mais après, demain, et en tout cas avant 2030, les flottes auront la possibilité de passer en total électrique. À l'image du marché électrique, finalement, eh bien, les flottes automobiles sont en pleine transformation. Merci beaucoup François Denis, directeur général de Géotab France. Merci à vous.